Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou bien leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Tourte, qui est un coureur sur obstacles, classé parmi les meilleurs français. Pas du tout sportif étant jeune, c'est sur le tard, à 24 ans, que Christophe découvre un peu par hasard la discipline de la course à obstacles. Souvent plus connu sous sa licence Spartan, ce sont des épreuves de plus de 20 km avec des dénivelés, une trentaine d'obstacles à franchir. Et c'est cette bataille, à la fois physique et mentale, qui lui plaît immédiatement. Christophe est alors surpris d'être tout de suite très bien classé. Dès sa deuxième course, il finit 4e et ça s'enchaîne très vite, puisqu'il est qualifié au championnat du monde à 25 ans, soit 1 an après sa première course. Imaginez-vous. Pour tout vous dire, quand j'ai créé Goodberry, j'ai tout de suite voulu inviter Christophe. Mais en février, il était atteint très fortement de la Covid-19. Alors on se retrouve aujourd'hui, au lendemain de sa première course, après cette très longue période de convalescence que l'on évoque. Ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir comment un athlète, avec un gabarit plus fin que ses concurrents, mise sur son mental plutôt que sur sa force physique. On a parlé de son sport particulier, de sacrifice, de ce fameux fil rouge mental qu'il cultive pendant ses courses. Christophe nous livre ses clés pour toujours avancer. Allez, parce qu'on a tous des obstacles à franchir, je vous embarque à la découverte de Christophe Tourte, l'homme qui ne renonce pas. Goodberry, c'est parti. Salut Christophe. Salut Stéphane. Bienvenue sur Goodberry. Merci. Ça fait un moment qu'on devait prendre rendez-vous. C'est vrai, il y a eu le Covid que j'ai eu en février et après la reprise du sport et puis après on n'arrivait pas à trouver de créneau et puis là on a réussi. Le Covid, tu peux m'en parler ? Ça m'est tombé dessus, je suis infirmier et j'ai été cluster plusieurs fois, je ne l'avais pas eu. Un jour je me suis fait tester parce que je devais faire le vaccin et on m'a appris que j'étais positif. Ça allait bien quand on m'a dit que j'étais positif, une semaine après j'ai été au list et début février. Et j'ai vraiment commencé à aller mieux jusqu'au mois de mai, pendant 2 mois, oppression thoracique continue, des maux de tête. Je me levais le matin, j'étais déjà fatigué. Et après le mois de mai, j'ai fait de la kiné respiratoire, des exercices de kiné respiratoire. Et j'ai commencé à reprendre le sport par 10 minutes de footing, de la marche. Et ça a été très compliqué au niveau pulmonaire. Et là, j'ai fait ma course la semaine dernière. Et même pendant la course, à un moment, j'ai commencé à peiner à respirer. Tu as toujours des conséquences sur... Ouais, toujours. Toujours les maux de tête, la fatigue sans raison. Et par rapport à avant, j'étais quelqu'un qui se couchait à minuit et qui se levait, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je sais qu'à 22h, 23h, il faut que je dorme parce que sinon, j'ai pas mes heures et que pareil, derrière, ça va entraîner de la fatigue le lendemain et ainsi de suite. Ouais, pourtant, je suis quelqu'un de sportif qui fume pas, qui boit pas et ouais, l'avoir eu comme ça m'a calmé. Ouais, ça surprend et puis ça a surpris tout mon entourage. Du coup, tout le monde s'est fait vacciner et tout le monde a pris conscience que ça peut être très grave. Donc, on va revenir sur ton parcours sportif. Petit, tu étais déjà sportif ? Non, c'est apparu sur le tard en 2000. J'ai dû commencer en 2016 le sport parce que j'étais pas bien dans ma peau, j'étais en surpoids, j'avais une quinzaine de kilos en plus et je commençais à me mettre à la salle de sport et puis après j'ai trouvé les courses locales. Je me rappelle de la course à la Margotière, au foulée d'Octobre Rose et puis après j'ai commencé à aimer la course à pied et puis par pur hasard un jour je suis tombé sur une course à obstacles à Guéret et à partir de là j'ai adoré. Et j'ai plus jamais lâché. Et t'avais quel âge quand tu commences ? Quand je commence, j'ai 24. Avant, non, pas du tout sportif. Je jouais au football avec les copains en 5e division. J'aimais pas aller m'échauffer, j'aimais pas courir. J'étais défenseur parce que comme ça on n'a pas besoin de trop de courir, donc ça allait. Ah, c'est drôle. Ouais. C'est vraiment parce que la course à pied me plaît pas trop. La course à obstacles me plaît parce qu'en fait, il y a un système de... Comment dire ? Au bout d'un moment, on peut plus, les jambes ne suivent plus et c'est le mental qui prend et on surpasse et on va chercher en soi des choses qu'on pense pas capable et à chaque fois c'est une fierté d'avoir accompli la course et d'avoir fait des belles places. Et quand tu commences à courir, ça te surprend que tu fasses des perfs intéressantes ? Oui, très vite, parce que première course que je fais, je suis 15e, je comprends pas trop le système. On me dit que voilà, derrière moi, il y a des gars qui sont inscrits dans des clubs, qu'il y a des qualifications au championnat de France, au championnat d'Europe. Enfin, moi, je comprends pas et très vite, je tombe sur un club qui me renseigne. Et très vite, oui, je fais ma deuxième course à Carcassonne et là, je termine 4e. On me dit que j'ai gagné une place au championnat du monde au Canada. Je comprends pas trop l'histoire parce que je suis un petit Castelroussin qui court pas d'habitude. Et oui, après, je commence à comprendre, je commence à regarder les vidéos, à comprendre qu'en fait, c'est tout un système de qualif. Et oui, très vite, je crois que ça doit être 2017, je dois avoir 25 ans, je vais à mes championnats du monde au Canada. Je vais chercher, je sais pas, une 300e place sur 3000 participants. Et quand je vois les personnes que je bats sur ligne de départ, c'est
des gars qui ont des références, qui sont connus, qui sont suivis par des marques. Et très vite, après, oui, une 300e place mondiale, ça équivaut à être dans les 15-20 premiers français. Et après, on est accro. Puis après, on voit qu'on gagne de plus en plus. Après, j'ai enchaîné sur des championnats d'Europe. Donc oui, c'est incroyable. Puis ça me fait voyager, ça me fait découvrir d'autres pays aussi. Ah mais c'est fou parce que tu participes à un championnat mondial un an après. Ouais, je commence vraiment en juin 2016 et en 2017 ou 2018, ouais, je suis déjà au championnat du monde au Canada. Et après, tout s'est enchaîné à une vitesse. La première course à obstacle est à Guéret. Ouais. L'Enfer Vert, je crois, c'est ça. Ouais, c'est l'Enfer Vert. Ouais. Tu te souviens de cette course? J'aimais pas courir à l'époque et du coup, je faisais toutes les courses locales ou d'autres courses après à obstacle. Je faisais beaucoup de courses. En fait, c'était souvent mes sorties d'entraînement. Je faisais beaucoup de salles de sport, de vélo en salle de sport, même le vélo à l'extérieur, j'aimais pas encore. Je connaissais pas encore le vélo à l'extérieur. Et à force de faire des courses et de commencer à vouloir faire des belles places, j'ai commencé à me renseigner sur comment les personnes autour s'entraînaient. Du coup, j'ai compris qu'il fallait s'entraîner en course à pied. Donc, je me suis dit 2 entraînements, 3 entraînements. Maintenant, on fait du 50, 60, 70 bornes par semaine en course à pied. Ça me dérange plus, mais ça a été très compliqué d'apprécier la course à pied. Et donc, tu intègres un club? C'est compliqué, il n'y a pas forcément de club. J'ai été affilié à une structure à Limoges, mais au final, ça a été très compliqué d'aller aux entraînements parce que ça fait de la route, il n'y a rien à Châteauroux. Donc, j'ai un coach qui me suit, mais qui est basé en Savoie, qui est l'un des numéros 1 français. Et du coup, en fait, il m'envoie tout par coaching à distance. Et après, moi, je fais toutes mes séances en solo. Quand tu t'entraînes, tu es tout seul? Toujours, quasiment. Des fois, j'ai 1 ou 2 amis qui va partager un footing ou une séance de vélo. Mais à partir du moment où il faut mettre de l'intensité ou c'est spécial course à obstacles, je suis seul. Ah oui. Parce qu'il n'y a personne en fait qui fait de la course à obstacles dans le département. Je crois qu'on doit être 2-3 vraiment à bon niveau. Et après, il faut aller sur Tours où il y en a 1 ou 2, ou à Limoges où ils sont un peu plus, mais c'est très compliqué. Donc oui, c'est tout seul. Puis moi, travaillant infirmier, je peux pas dire avec quelqu'un, je m'entraîne à telle heure parce que du coup, les horaires décalés. Donc voilà. Tous ces entraînements-là, tu prends ça comme des sacrifices ou c'est vraiment une passion? Ça a été pris comme des sacrifices. 2020, vraiment une grosse année de sacrifices parce que beaucoup d'entraînements. Peu de courses? Pour pas de courses, je crois en 2020, j'ai dû faire 2 trails du côté du Vulcain, du côté de Clermont. C'est tout ce que j'ai fait en 2020, donc c'est très peu pour beaucoup d'heures d'entraînement, de sacrifices. Il y a des choses quand on fait du sport et qu'on veut faire au niveau, les soirées avec les copains, les repas de famille, les anniversaires, l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qu'on se prive et ça a été une grosse année. Plus là, le Covid, du coup, j'ai pu reprendre l'entraînement mi-mai, début juin. Donc, j'ai fait un mois de juin, un mois de juillet où ça a été beaucoup de sacrifices parce qu'il fallait essayer de rattraper le retard au maximum. Jusqu'à la course, la semaine dernière, c'était du sacrifice d'avoir vécu la course. C'était du bonheur. Et là, je suis retourné à l'entraînement aujourd'hui avec grand plaisir et hâte d'en découdre début octobre. C'était quelle course? C'était Morzine. C'était un format 23 km avec 35 obstacles. Donc, c'était très dur, mais un plaisir. Comment ça se passe? Tu connais les obstacles à l'avance? Il y a une reconnaissance? On ne les connaît pas entièrement. Souvent, ils nous donnent une liste et on a certains obstacles qui sont écrits et d'autres qui sont surlignés en noir pour pas qu'on les lise. Donc, il y a un côté surprise en fait jusqu'au dernier mot. Jusqu'au moment en fait, on arrive sur les obstacles, on les connaît pas tous. Par exemple, la course là à Morzine, il y a un nouvel obstacle qui est arrivé. La veille, on a su que cet obstacle arrivait alors qu'il était d'habitude en Europe de l'Est. Et du coup, c'est la première fois qu'on l'a passé. C'était le jour de la course. On peut pas à la veille en fait, on peut pas reconnaître. On peut reconnaître un peu le parcours, mais on peut pas essayer les obstacles. C'est interdit. Donc, il y a des obstacles qu'on va passer le jour de la course. Puis, c'est des obstacles que chez nous, on ne peut pas s'entraîner. Et cet obstacle, tu peux le décrire? On prenait une barre fixe. Après, on attrapait une genre de barre qui tourne sur elle-même. Comment décrire? Comme une hélice, comme une roue d'hélice. Après, on rattrapait une barre fixe, une roue d'hélice, une barre fixe, et après, on touchait la cloche. Mais du coup, il ne fallait pas perdre son élan, mais on n'avait jamais préparé ce genre d'obstacle. Donc, ça s'est passé pour moi, mais je sais que oui, ça pouvait ne pas passer, quoi. Et du coup, comment on peut s'entraîner sur des obstacles, à part, grimper aux arbres ou sur ta voiture? Moi, j'ai eu la chance que j'ai un père qui m'a fait une structure d'entraînement dans mon jardin. Donc, il est très bricoleur, donc il m'a fait une structure d'entraînement où j'ai, on va dire, sur les Spartans, on va dire grosso modo, il y a une trentaine d'obstacles. Sur ma structure d'entraînement, j'arrive à en faire 15 à 20. Donc déjà, ça me limite le risque d'échec. Et après, c'est des entraînements où on va bosser le grip, la poigne, on va beaucoup bosser l'agilité et le balancier, parce que souvent en Spartan, moi, mais mon gabarit à moi, ça reste, je suis un chameg comme on dit dans le domaine militaire, et du coup je m'aide énormément de mes hanches et de mon balancier, donc je bosse énormément de ce côté-là parce que je peux pas faire en force. Ah, ok. Et après il y a des obstacles comme sur 35 obstacles, il n'y a pas que des obstacles d'agilité, on va rencontrer du rampé, on va rencontrer des portées de chaîne, de sauts remplis de gravier, de rondins,
Ou après des obstacles, oui, qui allient beaucoup l'agilité style Ninja Warrior, où il faut être suspendu soit à des boules, soit à des crochets, voilà, ça va être beaucoup ça. Comment tu te prépares, toi, juste avant la course? Juste avant la course, sur la ligne de départ, par exemple, je sais que moi, je ferme beaucoup les yeux, je regarde le ciel et je pense à ma compagne et mon fils, parce qu'ils sont beaucoup présents et aussi, ça leur impose beaucoup de sacrifices pendant la préparation. Et je me dis que je dois faire un résultat pour moi, pour mon plaisir, mais aussi pour tous les sacrifices qu'ils font. Pour moi, je suis redevable vis-à-vis de tous les sacrifices qu'ils font. La course, la visualiser, maintenant, j'arrive à visualiser les courses que j'avais réussies avant. Par exemple, Morzine, je l'ai déjà gagné il y a 2 ans. J'ai été en Grèce où j'avais fait une belle place mondiale. Et je me dis qu'en fait, l'émotion de satisfaction que j'ai à la fin de la course, je veux la revivre. Donc, je me mets dans ma bulle. Et après, une fois que je suis dans ma bulle, plus rien de matin sur la course. Je sais que voilà, je peux avoir ma compagne, mon fils sur les côtés. Quand on arrive sur les obstacles, je vois personne. Je suis dans ma bulle. Et voilà, jusqu'à la fin, je suis dans ma bulle. Par contre, une fois la ligne passée, une grosse décharge d'adrénaline et je suis tremblant, voilà, je sais comment je finis, je suis à fleur de peau. Il suffit qu'ils viennent me faire un câlin et voilà, je peux éclater en larmes alors que non, normalement non, mais voilà. Ok. Ça dure combien de temps à peu près? Et ben là, celle de Morzine, là, elle a duré 3 heures. Elle a fini en 2h50 et parce qu'on allait tellement vite, on est plusieurs à avoir raté un balisage, donc on se prend une pénalité. Sinon, sinon en 2h50, elle a été bouclée. Pour un 23 km, 1500 de dénivelé et 35 obstacles. Ça va quand même à des grosses allures. Parce que du coup, on court, on fait l'obstacle, on relance, on fait l'obstacle, puis des fois, c'est déporté. Donc quand on porte un saut de 40 kg, on ne peut pas courir très vite. Par contre, dès qu'on le pose, ça y est, on repart à 14, 16, 17 km/h jusqu'au prochain obstacle. On fait l'obstacle, on renchaîne et c'est que de la relance. Puis là, Morzine, qu'on a dû monter le pic à 2000 mètres d'altitude ou 1900 et quelques. Pareil, pendant ce pic-là, à la montée, on n'est pas très rapide. Par contre, à la descente, ça va à des allures très importantes. Quel est l'obstacle en course qui a été le plus dur à dompter pour toi? Et il l'est encore, c'est le javelot. On a une cible qui est plus ou moins à 5, 6, 7 mètres de long. C'est une botte de paille qui est filmée. Et on a un javelot. J'ai beau m'entraîner autant que je peux. Si le jour de la course, ça rate, ça rate. C'est le seul obstacle quasiment qui me fait peur parce que je sais que si je le rate, on a un système de pénalité, c'est des burpees. C'est on fait une pompe et une fois arrivé au sol, il faut se relever, faire une extension complète avec les mains au-dessus de la tête. Et 30 burpees, même pour des sportifs entraînés, ça va nous faire 2 minutes, 2 minutes 30. Mais par contre, à la fin des 30 burpees, on a le cœur qui est à 180 et on peine à se relancer dans la course à pied. Et puis potentiellement, pendant les 2 minutes et demie, à l'allure où on court, les concurrents ont déjà pris de l'avance et eux, ils sont pas fatigués, ils n'ont pas fait les burpees, donc ils ont déjà cette ascendance mentale que sur nous, quoi. Ouais, donc si tu n'arrives pas à passer un obstacle, tu as un gage, quoi. On a un gage. Ouais. Et puis quand on commence à en faire 30, après 60, après 90, globalement, quand on veut gagner une course, déjà, on sait que faut pas en faire ou une série et c'est compliqué de gagner. Et après, plus on en fait, plus on sait qu'on recule dans le classement. Est-ce que tu as eu un gros échec sur un obstacle? Alors, outre ce javelot? Oui, quand j'ai été en Grèce il y a 2 ans, une boule d'Atlas, une grosse boule en pierre qui devait faire 45-50 kilos. J'en fais, quand je suis en période de course, je dois en faire 63. Donc c'était quasiment mon poids à soulever du sol et j'ai dû m'y reprendre, mais un nombre incalculable de fois. Je pense que j'y suis resté presque 6 à 8 minutes sur l'obstacle parce que j'arrivais pas à soulever cette pierre. Impossible de la décoller. Je voyais en fait tout mon travail, tous mes efforts de préparation, et tous les gens me doublaient et je voyais tout en fait qui était en train de s'effondrer à ce moment-là. Donc mentalement, j'en pouvais plus. Et après, on va chercher les ressources, tout ce qu'on peut avoir en nous. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réussi à lever cette pierre. Et quand je l'ai levée, j'ai dit, voilà, on devait parcourir, je crois, 10 mètres aller, 10 mètres retour avec la pierre. Je me suis dit, il ne faut plus la lâcher. Et je me suis agrippé à la pierre, mais ça a été très compliqué. J'ai perdu un nombre incalculable de places. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'il faut jamais rien lâcher, puis c'est bien beau de s'entraîner en course à pied, mais il faut que je bosse mes points faibles. C'est le côté muscu et prendre de la force. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a cette pierre-là, c'est un moment redouté. Je peine énormément. Il était encore à Morzine et je perds énormément de temps. Heureusement que d'un côté, après, je suis bon en course à pied, que je rattrape, mais c'est dommage de perdre du temps sur ces choses-là. Tu sais, par exemple, quand tu t'engages sur une course, si l'obstacle il sera et à quelle place il sera? Ouais, on sait à peu près. Déjà, souvent, on arrive la veille parce que nous, c'est un système de... on est 2000 participants, donc le retrait des dossards est souvent la veille. Donc, on vient la veille et puis la veille, chacun fait comme il veut, soit il reconnaît l'arrivée, soit il reconnaît le départ. Je suis plus un coureur qui va reconnaître le départ pour tout de suite me mettre dans les sensations et voilà.
Et là, oui, je sais que la boule a été dans le début, je savais à peu près combien. Donc voilà, je savais qu'une fois la boule passée, le plus gros de mes galères était passé. Après, des fois, elle est à la fin. Et puis quand elle est à la fin, bah, on se dit, allez, on la lève, on essaye de galérer une dernière fois. Et puis après, c'est fini. Mais c'est toujours compliqué. Tu nous parlais d'un entraîneur. Ouais. C'est un préparateur physique? Non, même pas. Il a pas de diplôme là-dessus. En fait, il a la reconnaissance de ses pairs, des athlètes, parce que enfin voilà, il a fait les 4e 2 fois de suite au championnat d'Europe. À chaque fois qu'il est sur une Spartan, il fait podium. Il court encore. Voilà, il court encore. Il a couru en même temps que moi. Lui, il courait pour un 50 km, comme moi, je courais pour un 23. Et il a gagné son 50 km avec 50 obstacles et 3000 de dénivelé en 6h30, si je ne me trompe pas. Et il a mis 30 minutes au deuxième. Et à la fin de la course, il était très bien. Il avait géré sa course du début à la fin. Pas d'hypoglycémie, on avait l'impression à la fin de la course qu'il avait à peine transpiré, quoi. Il avait tout géré de A à Z, il était heureux. Et lui, donc, il t'envoie un programme d'entraînement. Ouais. C'est lui qui te donne une préparation mentale aussi? Non, enfin, il m'avait donné des conseils et après, j'ai beaucoup tâtonné en regardant des vidéos, voilà. Et puis voilà, j'ai appris au fur et à mesure de tout ce que je pouvais lire en vidéo, de tous les reportages qu'on voit sur les athlètes et voilà. Ouais, quand tu dis il me donne des conseils, tu pourrais nous en donner un? Pour le javelot, par exemple, souvent, quand on arrive en course à pied, on a le cœur qui est très haut. Il m'a dit d'arriver, quitte à perdre une dizaine, une vingtaine, une trentaine de secondes, fermer les yeux, penser à quelque chose qui va me calmer, qui va m'apaiser, de faire baisser mon cœur en soufflant bien fort. Et puis après, une fois que je prends le javelot, d'être décidé et de le lancer, de ne plus hésiter. Est-ce qu'il y a des conseils aussi d'autres sportifs que tu as retenus de tes collègues? Voilà, j'ai un physique, voilà, je suis petit, maigrichon, et des fois, les athlètes à côté sont torse nu, grands, costauds, et musculairement, il n'y a rien à voir. Enfin, on voit des gros bras, des corps taillés à la serpe. Et ils m'ont dit de ne pas regarder sur la ligne de départ, de ne pas m'inquiéter, de faire ma course, parce que potentiellement, après, ça c'est avéré vrai, hein, que quand il faut courir 23 km, moi, mon corps de 63 kg, il est plus facile à bouger qu'un gabarit de 75-80 kg, mais sur la ligne de départ, ouais, c'est très impressionnant. Voilà, de se retrouver dans un sas de départ où on sait qu'on est avec 50, 80 mecs qui sont tous surentraînés comme moi et qui sont beaucoup plus physiquement plus impressionnants. Donc c'est à moi de déjà me positionner dans un sas de départ. C'est compliqué, moi qui est réservé et timide, de me mettre dans les 2-3 premières lignes, de pousser les gros gabarits pour essayer de m'imposer. Ça a été compliqué, ouais. Ouais. Après, voilà, les résultats parlent pour moi, mais bon. Ouais. Tu as des liens avec les athlètes français? Ouais, du coup, mon coach et ses amis élites à lui. Et deux, trois de ma catégorie, après, c'est très, comment dire, je trouve que c'est un sport à l'américaine, donc ça va être la mentalité à l'américaine, dans le style où m'as-tu vu, et toujours à se montrer, donc c'est compliqué Je trouve que le sport me plaît bien, mais la mentalité me plaît de moins en moins dans le sport, parce que voilà, faut toujours se montrer, être plus fort que les autres. Par moments, je trouve qu'il y a de moins en moins d'encouragement. Ah, d'accord. Voilà. Les anciennes amitiés que j'ai liées quand j'ai commencé il y a 4 ans sont toujours là. Par contre, ça devient compliqué, pour moi, je trouve, d'en créer des nouvelles actuellement. Tu parlais d'alimentation. Dans quelle proportion tu fais attention? De tout le mois d'août, je crois qu'il y a eu un écart parce que mon anniversaire était le 13 août, donc on a fait un écart avec ma compagne. Mais par exemple, ça a été, quand je me dis écart, ça a été le dessert qui était un dessert sucré. La semaine de la course, il n'y a aucun sucre. Et c'est le matin, c'est un petit déjeuner. Le Nutella, il est banni. C'est un jus d'orange le matin, des œufs, des fruits, des tartines. Le midi, ça va être des féculents, mais propres, des poissons blancs, de la viande maigre et des légumes. Ça va être les desserts sucrés très peu. Ça va être des compotes ou des yaourts, mais ça va être beaucoup le bannissement de tout ce qui est gras et des écarts alimentaires. Quand je dis écart, ça peut être tout bête, mais moi, pas de carbo, je considère ça comme un écart dans mon alimentation. Voilà, parce qu'il y a la crème fraîche, parce qu'il y a les lardons qui sont gras. Donc c'est vraiment très, très, très strict. J'ai malheureusement une morphologie qui fait que dès que je m'écarte un peu ou dès que j'arrête le sport, je vais prendre très vite. Donc je sais que si je ne tiens pas une diète très stricte, je peux vite prendre 1 kg, 2 kg et ça a des impacts sur la course à pied, 1 kg en plus. Et ça te pèse? Ah oui, énormément. Énormément. Des fois, je me dis que au bout d'un moment, ça peut être une raison pour l'arrêt. Là, ça va qu'il y a les courses et que ça me tient, mais par exemple, la saison va se terminer au mois de novembre. Elle va reprendre au mois de mai. Voilà, je sais que de novembre jusqu'à janvier-février, on va arrêter ça, mais c'est compliqué. Et puis c'est compliqué pour ma compagne aussi. Ouais, l'entourage, j'imagine. Ouais.
parce que voilà, on cuisine tous les deux et elle veut pas faire plusieurs plats, donc du coup elle s'impose elle aussi la diète et c'est source de tension parce qu'on sait que le sucre quand on l'enlève à des personnes ça rend irritable, donc oui, autant elle que moi c'est compliqué. Moi je sais pourquoi je le fais parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu les émotions de satisfaction de réussir une course. Pour elle c'est encore plus dur parce que elle comprend pas pourquoi autant quoi. Ouais. Elle est sportive? Elle n'est pas trop sportive. Elle est sportive l'hiver pour enlever le rhume. Elle va courir avec un pull, un bonnet. Là, elle était ce week-end-là. C'était son premier week-end où elle m'accompagnait sur une Spartan et de voir tout cet environnement-là, de voir la réussite. Elle comprend le pourquoi du comment et elle veut se mettre au sport aussi du coup. Ouais. À la première course internationale que tu as faite donc au Canada, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Le niveau. Et j'avais commencé il y a 8 mois et moi quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de poids et ce qui m'a surpris, c'est le niveau et tous ces gars surentraînés, physiquement impressionnants, ce monde entier. Et après, une fois la course lancée, c'est cette communauté. Enfin, je courais à côté d'étrangers. Et voilà, ils m'encourageaient. Je peinais à passer des obstacles. Les bénévoles m'ont montré comment il fallait faire. Les supporters de tous les pays m'encourageaient. Enfin, c'était impressionnant. Alors oui, voilà, cette course-là, j'ai fini 300e sur 3000. À l'heure actuelle, je serais déçu, mais là, le jour où j'ai réussi ça, j'étais content. Puis courir à côté d'Américains, de Norvégiens, de Suédois, enfin, j'ai encore des photos ou des vidéos. On me voit passer la ligne d'arrivée avec un Suédois en sprint, et puis après, on s'en lasse. Une fierté d'avoir réussi tous les deux. Enfin, c'est vraiment, voilà, les championnats internationaux, à chaque fois, il y a un grand respect vis-à-vis des athlètes et les bénévoles et les supporters à côté sont impressionnants. Et quelle est la plus grande différence entre ces courses internationales et des courses nationales, à part le niveau? Les courses nationales, pour l'avoir encore vécu ce week-end, j'ai l'impression que c'est vraiment je veux être supérieur aux copains. Si je peux être supérieur et le montrer, je le fais. Alors que, par exemple, à Sparte, quand j'y étais il y a 2 ans, on se bagarre sur la ligne d'arrivée avec un adversaire et puis qu'il soit premier devant moi ou moi derrière lui, on s'en lasse, on se respecte et puis on s'encourage pendant la course. À un moment, j'étais avec un coureur de République tchèque, si je ne me trompe pas. Il était devant moi, il commençait à peiner et il s'est écarté pour que je prenne le relais et il a été derrière moi pendant un long moment. Puis après, pareil, je me suis écarté, il m'a relancé et tous les deux, on a été beaucoup plus vite que si on aurait été tout seul. Donc, alors que je crois qu'en France, si la personne devant, le coureur, peinerait, il ralentirait, mais il ne se rangerait pas pour qu'on le double. Tu penses qu'il y a plus de fraternité dans les courses internationales? Ouais, vraiment, ouais. Puis on se rejoint tous sur un même endroit. Par exemple, Sparte, c'est mythique. Hein. On se rejoint tous. On a vécu tous une aventure formidable. Donc, ouais, il y a plus de respect. Est-ce que tu penses que le mental, ça se travaille? Je pense, oui. Soit par... moi, je sais que ça a été beaucoup de films ou de livres ou de reportages sur des sportifs. Beaucoup des reportages sur Kevin Mayer, par exemple. Je prends comme exemple lui, ou Michael Jordan, ou Kobe Bryant. Vraiment des grands sportifs. Et oui, après, on comprend que le mental... Pour moi, clairement, ma course, la course à obstacles, on va dire que c'est 30-40% de course à pied, 20% d'obstacles, 20% d'alimentation et le reste, il doit rester 20%, si je ne me trompe pas dans mes comptes. C'est vraiment la préparation mentale qui joue parce qu'au bout d'un moment, quand le corps ne peut plus, si on dit je peux plus, on s'arrête. Si on arrive à avoir son fil rouge, tout au long de la course, on a un fil rouge et si on arrive à le tirer jusqu'au bout, on réussit. Après, c'est à nous de savoir c'est quoi ce fil rouge, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait. Ça t'est déjà arrivé de stopper, d'arrêter une course? Sur blessure, oui, et sinon jamais arrêté. Après, il y a des courses que j'ai vraiment mal finies. Au début, j'avais pas ce fil rouge. Hein. Je faisais les courses, je terminais très mal, sans forcément pas un grand plaisir. Ou au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je marchais. Ou maintenant, oui, non, dès que je peux plus, je sais à quoi penser pour me relancer, je sais quoi m'accrocher et ça va jusqu'au bout et je relance même si j'en peux plus. Je sais que au bout d'un moment, la course va s'arrêter et je pourrai me reposer à la fin. Ouais, mon fil rouge, c'est grosso modo ma famille, hein, ma compagne, mes parents, mon fils et puis. Si ça suffit pas, il suffit de penser à la diète, de toutes les heures d'entraînement, de se dire il y a des matins je me lève à 5 heures avant d'aller au boulot, je fais ma séance ou tout de suite après le boulot, j'enchaîne mes séances, je passe des heures et des heures ou le dimanche matin, je vais sortir du lit avant madame pour aller faire du vélo pour que je revienne et qu'on puisse profiter du petit déjeuner, mais en attendant, je me suis levé à 6-7 heures sur un jour de repos pour pouvoir aller faire ma séance d'entraînement. Donc tout ça, ça fait pour moi lâcher par exemple dans la montée qui était vraiment dure la semaine dernière, ça serait leur manquer de respect aussi à tous qui sont là derrière moi pour m'encourager et que à la première difficulté je lâche. Tu nous as parlé de films ou de livres qui t'ont aidé sur le plan mental. Tu as un exemple? Alors les livres, je me rappelle plus des noms.
Mais pareil, c'était un livre sur la mentalité des basketteurs américains. Pour moi, je prends vraiment eux comme exemple parce que c'est vraiment les sportifs qui s'entraînent dès le matin et qui vont se faire des heures et des heures d'entraînement. Ou alors, voilà, comparé. Il y a certains footballeurs qui sont capables de se faire beaucoup d'heures, mais très peu de. Vraiment, pour moi, ça va être les basketteurs ou le Décathlonien, Kevin Mayer, qui va s'imposer beaucoup d'heures. Eux, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils poussent leur mental très loin et ils expliquent, là encore, quand il y a eu les Jeux Olympiques, il y avait un reportage sur Kevin Mayer qui est passé et qui était vraiment très intéressant. Et après, sinon, les films. Un film qui, depuis tout petit, que je regarde, c'est Braveheart et c'est Gladiator. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a une compétition, il faut que je regarde ces films-là. C'est tout bête, mais Braveheart, ça va être le discours qu'il fait sur la liberté, que faut tenter, parce que sinon on ne sait pas. Et Gladiator, ça va être, ça me rappelle plein de bons souvenirs avec mon frère, ma sœur, et puis pareil, il y a une histoire dans ce film, donc. Et quand tu parles de basketteurs américains, tu penses qu'il y a une différence dans cette relation mentale entre des basketteurs français et des basketteurs américains ? C'est vraiment cette culture du sport américaine qui est impressionnante. Eux, depuis tout petit, comparé à nous en France, ils sont bercés dedans, ils ont les sports-études, on leur paye leur fac et puis on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent étudier. En France, c'est très compliqué de réussir à faire du sport. Moi, je sais que la course à obstacles, c'est un coût. Je fais pas ça en structure, donc c'est une grosse partie mes frais personnels. Heureusement, j'ai des partenaires. Mais c'est très compliqué de faire du sport et les Américains, depuis tout petit, sont bercés là-dedans. Et oui, quand je voyais Kobe Bryant qui disait si je me lève à 3h, 4h du matin, je peux faire 4 à 5 entraînements par jour, plus que la personne qui se lève à 7h du matin. Déjà, rien que dans notre idée de se lever à 7h du matin pour faire du sport, c'est compliqué. Lui, il est capable de se lever à 3h du matin pour pouvoir faire une ou deux séances. Et dès 14 ans, il disait qu'il voulait être le meilleur. Et puis, ça a été l'un des meilleurs. Donc, c'est là-dessus qui m'impressionne. Dès tout petit, ils sont mentalement préparés et ils font tout pour réussir. Est-ce que tu as des porte-bonheur avant les courses ? J'ai un collier là. Je sais qu'il y a des risques un jour je le perde en course parce que du coup on porte des chaînes, mais jamais je le quitte. C'est ma grand-mère qui me l'a offert et depuis qu'elle me l'a offert, je l'ai jamais quitté. Je l'enlève par exemple, il faut l'enlever quelques secondes, mais je l'ai tout le temps. Je sais qu'un jour je le perdrai en course. Plus ça va, plus je tire sur la chaîne, mais voilà. Je veux jamais le quitter. Quand je suis avec, j'ai l'impression que tout va bien. Et tu t'entraînes avec ? Je m'entraîne avec, je dors avec, je prends ma douche avec, je vais à la piscine avec. Je le quitte jamais. Et pourquoi les courses à obstacles plutôt que les courses à plat ? Parce que les courses à plat, tu pourrais être dans un club, tu pourrais être avec des, tu vois, t'es pas obligé de mettre des obstacles chez toi. Ouais. Je sais pas, de temps en temps, je fais des courses à plat. Je sais que j'aime bien le trail de Noël parce qu'il y a l'ambiance. Je le fais souvent avec Candice d'Anjou. Je crois qu'on l'a gagné 3 ans de suite en duo mixte. Je fais des courses sur local, mais je trouve ça monotone. Enfin, je fais le 5 km en 18 minutes. Je pense pas que c'est un temps ridicule. Mais je ne prends pas de plaisir de courir à une allure constante pendant un certain temps. C'est bien pendant les entraînements, mais peut-être au bout d'un moment, je reviendrai. Et puis, je fais des courses locales. Souvent, je le cale dans la prépa. Le trail de Transo qu'il y a eu. Et la veille, j'ai fait une séance de 20 km parce que c'était dans ma prépa. Je ne jouais pas forcément la gagne à Transo. J'y allais pour le plaisir. Donc, il y a une fédération ? Ouais, il y a une fédération. On est relié à la fédération d'athlétisme parce que il commence à y avoir des championnats de France. C'est une discipline qui est pratiquée dans beaucoup de pays, par beaucoup de personnes, et du coup potentiellement vu que c'est un sport américain, les Américains commencent à parler que peut-être est-ce que ça peut pas être envisageable pour que ça passe en commission au CIO pour que ça soit un jeu olympique, parce que ça peut être un format qui peut être très bien dans un stade. Ça serait un format court, ça serait différent, ou ça peut être en format trail, mais après les formats trail c'est compliqué à filmer. Mais ils en parlent de plus en plus. Moi ça fait 4 ans que je le pratique et depuis 2 ans ça commence à être évoqué de plus en plus. Ouais, puis c'est très visuel. Les gens qui connaissent pas et qui regardent pour la première fois, ils disent waouh, c'est monstrueux, c'est impressionnant. Et en fait, au final, tout le monde peut réussir. Après, chacun va mettre son niveau. Il y a des formats loisirs où la personne peut mettre ma course que j'ai mis en 3 heures. La personne peut la faire en 8 heures. Et puis, s'il ne réussit pas les obstacles, il n'a pas les pénalités à faire, c'est pas grave. Après, il y a le format compétition comme moi je fais où vraiment on est encadré, il y a des arbitres, il y a des caméras pour nous filmer. La tricherie est impossible. Et après, il y a des formats élites où là, on est élite. C'est le summum du summum, par exemple, qui sont une quarantaine sur la ligne de départ. Là, je crois qu'à Morzine, c'était une quarantaine, une cinquantaine de plusieurs pays réunis. Et là, ça va à des allures. Moi, je dois faire 3h10. Ça se gagne en 2h20, 2h30. Sur un 23 km, ils arrivent à me mettre une quarantaine de minutes. Mais c'est des pros. C'est des pros. Ils sont pas payés par Spartan. Spartan les engage dans leur équipe. Et eux, ils ne payent pas les courses. Et puis en plus, quand ils gagnent la course, ils gagnent en plus de l'argent ou des cadeaux. Et on leur paye les accès aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Moi, à chaque fois que je me déplace sur un événement, un dossard, par exemple, Morzine, on était à 200 €. Rajouter à ça les frais de déplacement, les frais d'hôtel, on monte vite à du 600, 700, 800 €.
Les championnats du monde, par exemple en Grèce il y a 2 ans, rien que l'inscription, on était déjà à 400 €. Donc après, on rajoute vite les billets d'avion et compagnie. Ça grossit vite. Eux, ils n'ont pas tous ces frais-là. Ouais. Et Spartan, c'est une ligue ? Spartan, c'est une franchise, un peu comme pour comparer Ironman et le triathlon. Okay. Voilà, c'est une franchise qui a réussi et du coup, on parle de Spartan des fois plus que de course à obstacles, comme on parle souvent d'Ironman plus que de triathlon. Quand on gagne une course, quels sont les gains ? Là en France, ça doit être du 500. On va être dans le 500 €. Le premier à 500, le deuxième à 400, 300, 200 et 100. Ça va jusqu'au. Moi, quand je la gagne à mon niveau à moi, c'est pareil. C'est pas. J'ai une médaille couleur or, le deuxième couleur argent, le troisième couleur bronze, et c'est tout ce qu'on a gagné. Après, l'idée, c'est d'aller en élite. Je devais passer en élite d'ailleurs cette année, en 2020. Mais il y a eu le Covid. Et puis 2021, je voulais m'inscrire en élite. J'ai eu le Covid, donc j'ai dit on va attendre. Et du coup, là, pour avoir fait ma course et avoir vu ce que j'étais capable de faire, je pense que 2022, ça sera élite. Je préfère peiner pendant un an en élite à faire 15-20. Et 15-20, c'est déjà très bien, parce qu'on est sur un niveau européen, souvent en France. Tous les pays frontaliers viennent, que faire 1 ou 2 en catégorie en dessous. D'accord. Et sur les compétitions internationales, les gains ? Les gains, là, on est beaucoup plus. Là, par exemple, en Grèce, sur un championnat du monde de 3 courses réunies, on était dans les 10 000. Ouais. Là, ça commence à être intéressant. C'est pour ça qu'on voit des fois des athlètes qui ne courent pas l'année sur Spartan et qui arrivent au dernier moment. Par exemple, John Albon, qui est un coureur de trail très connu, qui a gagné, je crois, hier, qui a fait le record de l'UTMB en 50 km. Je crois qu'il doit mettre 5h30. Il a fait le record. C'est le Tour du Mont-Blanc ? Ouais, le Tour du Mont-Blanc. Il a fait le record hier. Et lui, il vient que sur les championnats d'Europe et championnats du monde. Il vient et il fait podium. Donc, il prend entre 10 000 à 5 000 €. Il vient, il fait son podium, il prend son argent. D'accord. Et donc, tu nous disais que tu avais des sponsors qui t'aidaient ? Ouais, j'en ai, on va dire, 5 ou 6 qui sont là depuis le début, que du locaux. J'avais essayé avec, par exemple, une marque. Et en fait, quand c'est pas proche, il n'y a pas d'échange. Et si c'est juste pour représenter quelque chose, c'est pas intéressant. Puis, c'est une marque qui est arrivée plus tard quand j'ai réussi. Donc, T'avais créé une cagnotte Litchi ? Oui, à l'époque, pour aller au Canada. Ça m'a énormément servi parce que à cette époque-là, j'étais étudiant infirmier. Donc, qui dit étudiant infirmier dit un salaire très bas. Heureusement que j'avais travaillé avant et que j'étais en reconversion professionnelle, mais on était dans du 600-700 € par mois. Donc, clairement, pour aller au Canada, le billet d'avion, c'était 1 000 €. Plus les droits d'inscription de la course, on était dans du 500-600 €. Plus l'hôtel et le logement, on était sur un voyage qui a coûté dans les plus de 2 000 €. Et oui, ma cagnotte Litchi m'avait ramené... je pense plus de 1300, 1400 €. C'était impressionnant, toutes les personnes qu'on donnait et qu'après ils m'ont suivi. Je sais que ça a attiré après d'autres partenaires locaux. Donc oui, c'était impressionnant pour moi. Quand tu dis que tu étais en reconversion professionnelle, tu faisais quoi avant ? J'étais en prépa concours infirmier à 19 ans. Je voulais faire infirmier. Ouais. J'ai eu un petit garçon très tôt, à 20 ans. Donc j'ai arrêté l'école. J'ai fait pigiste sportif à l'ANR et j'étais livreur et préparateur de commandes pour une société de presse la nuit. Donc, il n'y avait rien à voir. Et jusqu'à temps que la boîte ferme, jusqu'en 2014. Donc, je devais avoir, on va dire, 25, peut-être, 23 ans. Et j'étais là-dedans. Et du coup, j'en ai profité que la boîte fermait pour être en reconversion. Et j'ai fait aide-soignant. Puis très vite, j'ai dit, pourquoi pas profiter et faire infirmier. Et est-ce que ton profil, ton mental de compétiteur, ça t'aide ? Ah oui, énormément. Enfin... Avant, comme je disais, j'étais quelqu'un de timide, réservé et pas sûr de moi. Donc, maintenant, ça ne me dérange pas de tenir tête, par exemple, à mon cadre. Quand je suis sûr de ce que je dis et que j'ai raison, je reste dans mes principes de soins. Par exemple, quand on a vu pendant tout ce qu'on a pu faire pendant le Covid et voir d'avoir été en sous-effectif, oui, là, au bout d'un moment, il fallait s'affirmer et puis revenir sans cesse sur ses repos. À un moment, physiquement, on ne pouvait plus tenir. Donc, ouais, il fallait s'affirmer. Ça m'aide énormément. Puis, ça me permet de prendre du recul. L'un comme l'autre, le sport me permet de me dépasser et de me réaliser. Et de tout ce que je vois au quotidien dans mon métier d'infirmier me permet de dire j'ai eu le Covid, certes, j'ai fait ma course, j'ai fini 5e parce que j'ai été déclassé, mais j'aurais pu rester au fin fond de mon lit vu comment j'étais pas bien il y a 3 mois. Donc je profite énormément, je savoure. Enfin, voilà, j'ai passé la ligne, j'étais premier, on m'a déclassé 5e à cause d'une erreur de balisage. J'étais pas content parce que 2 mois de prépa, et je me dis en 2 mois de prépa, c'est énorme parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 2 mois, j'ai passé une journée au SSR à faire des exercices de respiration, à faire. Je me retrouvais dans une salle avec, tout en restant respectueux vis-à-vis de mes pairs, mais je me retrouvais avec des personnes âgées de 60-80 ans à souffler dans une paille pour lever une boule de ping-pong. Donc oui, moralement, c'était compliqué à voir que moi, le petit jeune de 28 ans, j'étais avec eux. Donc oui, 2 mois après, réaliser une grosse perf à la course, c'était énorme. Le SSR, c'est quoi ? C'est le centre de rééducation. Voilà, parce que du coup, vu que j'étais très mal et j'ai
fait le maximum pour pousser, pour reprendre le sport. Le médecin n'était pas trop d'accord au début. Donc, j'ai dû passer par une journée au SSR pour pouvoir faire des analyses. Et même là-bas, par exemple, je me rappelle avoir fait 6 minutes de marche à pied. Et rien qu'en faisant 6 minutes, je désaturais énormément. Enfin, le pouls montait et puis le taux d'oxygène dans le sang baissait très bas. Donc, ça a été très compliqué. Quand je dis que mes entraînements au début, c'était 10-20 minutes. Oui, c'était 10-20 minutes à juste apprendre à respirer. C'était même pas courir, c'était apprendre à rouvrir toutes les alvéoles pulmonaires. C'est impressionnant. J'ai vu que tu étais aussi le parrain de l'association Hands Up. Ouais, direct quand j'ai commencé, pour moi, le sport, c'est bien de faire premier, deuxième, mais c'est pour que ça apporte rien derrière. C'est pas ma motivation. Et oui, très vite, j'avais fait la course d'Enzo quand j'ai commencé le sport. Puis après, je me suis rapproché d'eux parce que je trouvais que c'était bien si je pouvais véhiculer des valeurs. Et du coup, très vite, j'ai été le parrain. Puis après, j'ai fait toutes les courses chaque année. Puis voilà, je l'ai encore vu le mois dernier. Et j'essaye à chaque fois, voilà, c'est tout bête, mais de donner mes médailles, mes t-shirts. Ça lui fait plaisir. Et puis, c'est rien pour moi de garder des t-shirts et des médailles à la maison. Puis voilà, ça véhicule les valeurs. Puis si je peux aider de mon image pour des fois attirer ne serait-ce que 10 ou 20 participants en plus sur la course, c'est bénéfique. Ouais, okay. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ? Ma famille énormément et puis le bonheur en fait des gens qui m'entourent. Alors je pense que c'est mon métier, je pense que beaucoup de soignants sont comme ça, mais si les gens autour de moi arrivent à être en bonne santé, à sourire, je suis heureux. Donc si ma compagne par exemple aime, je sais pas, lire ou elle veut aller faire des promenades, alors que moi marcher dans la forêt je préfère courir, je vais aller le faire pour elle. Je suis très passionné par mon métier et après c'est à côté de moi faire le bonheur, tout ce que je peux faire pour les autres, c'est important. Aujourd'hui, tu lâcherais pas ton métier pour être pro ? Non, puis de toute façon, ça paierait pas. Là, dans ma discipline, ça paierait pas. Donc la question, elle se pose pas. Et puis non, parce que je me réalise énormément en tant qu'homme à travers mon métier que à travers le sport. Donc après, avec le Covid, j'ai toujours pas repris à 100% mon métier. Je l'ai repris à 50%, en mai à 50%, en juin un peu plus. Là, on arrive à du 70%. Je pourrais reprendre un peu plus, mais vu ce que j'ai réalisé à ma course, je pense que je vais reprendre un peu plus. Mais maintenant, ça me laisse aussi du temps d'entraînement, en fait. J'arrive à conjuguer les deux. Ma compagne est aussi infirmière, donc on arrive à conjuguer... Il n'y a pas très longtemps, j'étais à la LEUF avec mes filles. Et j'ai vu qu'il y avait un parcours d'obstacles dont tu étais étroitement lié, je crois. Ouais, ça a été Frédéric. Elle a eu l'idée il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, de créer cette activité parce que c'est une activité qui est en train de monter. Et du coup, cette année-là, j'allais être infirmier, j'allais être diplômé. Du coup, j'ai dit avec plaisir, je vais t'aider à faire le parcours. Donc, j'ai été là pour le tracer, j'ai été là pour la création des obstacles et j'ai été là le premier été pour y travailler. Et je continue quand il a besoin, si au besoin, à donner des cours pour le parcours d'obstacles. Et je trouve que pour Châteauroux, c'est super bien d'avoir ça comme activité en plus, quoi. Mmh. Quand tu dis donner des cours pour passer les obstacles, c'est-à-dire qu'il faut un mode d'emploi pour passer certains obstacles ? Ouais, parce que sinon on n'y arrivera pas. Il y en a qui ont besoin de voir comment on va le passer pour réussir. Donc je le passais une première, une deuxième fois, puis après au bout d'un moment, les gens allaient réaliser. Au bout d'un moment, après sinon je corrigeais leur erreur. Puis il y a des obstacles sans entraînement, ça sera impossible à passer. Ah oui. Ouais. Les obstacles, il faut de la force. Quand on est suspendu juste à la force des bras aux cordes, je suis désolé, si on n'est pas sportif un minimum, ça va être très compliqué. Si on n'est pas capable de faire une traction, de porter son poids, par exemple, ça sera pas capable. Monter, grimper à la corde, c'est tout bête, mais maintenant, beaucoup d'enfants ne savent plus le faire, et même d'adultes. Moi, quand j'ai vu la corde la première fois, je grimpais à la force des bras, en grenouille, je savais pas faire le nœud comme les militaires. Il a fallu que quelqu'un m'apprenne, et après coup, moi, je l'ai appris à tous ceux que je peux l'apprendre, mais voilà, c'est plus des gestes innés qu'on a. Ouais, c'est sûr. T'as eu des blessures, toi ? Oui, à Morzine. Il y a 3 ans, il y avait les championnats d'Europe. C'était la première fois que les championnats d'Europe étaient en France. Et la fierté que ça soit en France, de vouloir réaliser une perf. J'ai été beaucoup trop vite. Je courais comme un fou. Je savais que je mettais mon corps en danger. Dans la descente, j'ai voulu accélérer parce que j'étais bien classé, que je voulais continuer à accentuer mon avance. Et je suis descendu trop vite et mon pied s'est mis à droite et mon corps est parti à gauche. Et du coup, ça a arraché le ligament de la cheville. Ah oui. Maintenant, la cheville droite est hyper flex. Donc, j'ai tendance à, souvent, la cheville, quand je vais courir, elle va se tordre. Mais vu que le tendon a été arraché et qu'il s'est refait, mais bon, c'est une stabilité différente. Je suis obligé de faire beaucoup de proprio. Ok. Et tu t'es blessé sur un obstacle ? Non, ça arrive que le rampé de barbelé,
c'est des barbelés, donc ça risque de nous couper. On rentre dans l'herbe, on va sur des structures en bois, donc oui, ça arrive que les mains vont cloquer, vont s'arracher la peau à force de faire des obstacles d'agilité, se brûler avec la corde parce que on monte la corde, on se dépêche, on descend et on cale la corde comme on peut, ça va brûler la cuisse, voilà. Des petites blessures, oui, des croûtes, des bobos, des contusions, des bleus. Je sais qu'après une course, j'ai toujours des traces de griffures, de croûtes, de bleus sur le corps parce qu'on y va comme des bourrins et on porte la grosse chaîne de 40 kilos sur nous. Ça va peser sur nos épaules, ça va faire des marques. La seule et grosse blessure, heureusement, c'est juste la cheville. Et dans les parcours, il y a de la nage ou du cyclisme? Non, pas de cyclisme, mais il y a de la nage. Mais souvent, là, à Morzine, on prenait un rondin en bois qui faisait, on va dire, 25 kilos. Et on traversait un petit étang artificiel. Donc, on va dire, peut-être 400 mètres de nage, peut-être un peu moins. Et puis, on traversait avec le rondin. Et puis, on allait arriver de l'autre côté de l'étang. Et on refaisait la demi-traversée qu'on avait fait en courant le long de l'étang avec le rondin en bois. À Carcassonne, on a le montée de corde qui est tendu. En fait, on court dans l'eau, on va dans l'eau, on nage, et en fait, au milieu d'un bout d'étang, on a une corde qui est tendue en hauteur, un câble, qui permet qu'on fasse le montée de corde. Donc, on est dans l'eau, on attrape la corde et on fait le montée de corde. Et une fois qu'on a touché la cloche en haut, on se lâche et on tombe dans l'eau, et du coup, il faut nager. Et comme c'est au mois de mai, Carcassonne, on va dire que l'eau est pas très très chaude. Et puis là, pareil, la semaine dernière, avec les temps qu'on a eu au mois de juillet-août, le lac était pas très chaud. Donc, tu as des entraînements en piscine quand même? Vraiment très léger. Parce que pour un 400 mètres, c'est vraiment très léger. Puis c'est gros de mental. Enfin, on saute dans l'eau, elle est froide. On a notre rondin, on se dépêche de nager comme on peut parce que globalement, l'eau nous tétanise et on réfléchit pas. On essaye de faire une demi-brasse, un demi-crawl avec un bras ou des fois, il y a la corde de sécurité, on s'attrape à la corde et on tire. Mais c'est vraiment pas très académique, je pense. Ouais. Voilà, c'est à sauf qu'il peut et le premier qui sort de l'eau, il est content. Ok. Et question équipement? Moi j'ai Decathlon qui me suit, donc je suis équipé Kalenji. Après c'est à moi d'essayer, après c'est compliqué, Decathlon, voilà. La course à obstacles, pareil, c'est nouveau pour eux, ils n'ont pas l'habitude, mais j'ai des chaussures de trail, ça obligatoire. Après chaussettes de contention ou pas de contention, ça c'est aux coureurs, c'est aux sensations. J'ai couru mes premières années avec des chaussettes hautes, et puis maintenant j'arrive plus à les supporter, donc c'est des chaussettes basses. Après les shorts, moi par principe j'aime bien que ça soit très fin et l'impression d'être presque nu en fait. Donc ça va être un short très court, un peu ouvert pour aérer, puis ça va être le t-shirt soit le plus collé au corps, soit le plus serré, parce que je sais qu'au bout d'un moment il y aura de la course à pied. Donc plus il est serré, plus ça sera moins embêtant, parce que s'il est long, ça va prendre du poids. C'est rester le plus léger possible, on sait qu'au bout d'un moment on va être mouillé. Après c'est à l'appréciation de chacun, il y en a qui vont courir avec des pantalons. Et des courses de 3 heures, comment ça se passe l'alimentation? Là, j'étais parti avec un camelbag avec 1 litre d'eau. J'étais parti avec pâte d'amande, gomme de sucre. J'avais fait mes entraînements en me disant tu bois tous les 15 minutes, tu manges ceci, tu manges cela. Tout était calé, même sur la montre, il y avait possibilité de mettre les rappels. Et au final, le jour de la course, je crois que j'ai bu 200 ml d'eau. Et je crois que j'ai dû manger une demi-pâte d'amande et une demi-gomme de sucre parce que la vitesse et la chaleur à côté entraînant que on courait tellement vite que dès que je mettais quelque chose dans la bouche, impossible d'avaler parce que la bouche était vraiment très chaude. Donc je prenais ce que je pouvais et puis le reste je le recrachais. Et l'eau, pareil, dès que je buvais, vu qu'on court tout le temps et que c'est des courses où le peu qu'on va marcher, quelqu'un va nous doubler et on veut pas se faire doubler. Donc c'était des petites gorgées. Oui, au final, j'ai très peu bu. Alors qu'il y a 2 ans, quand j'ai fait Morzine, il a fallu que je boive mon litre d'eau et que j'aille le recharger à des ravitaux parce qu'on a des ravitaillements, 4-5 ravitaillements par exemple sur une course de 20 km. Mais on veut éviter aussi de s'arrêter à un ravito parce que si on s'arrête, on se dit c'est des secondes que je perds et on sait que la course, ça peut se jouer à quelques secondes. Et quand on est compétiteur, oui, on met son corps en danger. Je sais qu'à chaque fois que je termine les courses, je pense que là j'étais asséché parce qu'à la fin de la course, ils nous ont donné une gourde de 500 ml d'eau et elle a pas fait 5 minutes et j'avais très faim, donc je flirtais avec la limite. Et à la fin des courses, ça se passe comment? Souvent, le dernier obstacle, c'est un multi-ring, une structure où il y a soit des anneaux, soit des cordes, qui est très démonstratif pour les spectateurs. Voilà, comme je disais, un peu comme Ninja Warrior, on est suspendu à la force des bras, on se balance et c'est souvent dans l'arrivée où il y a le plus de spectateurs, donc c'est très visuel pour eux. Et après, on saute un petit feu de bois, on saute le feu pour que ça soit symbolique. Après, on passe récupérer notre gourde, notre ravito, notre t-shirt, parce qu'à chaque course, il y a un t-shirt et une médaille. Et après, oui, si on a fait classement, l'après-midi, il y a une cérémonie protocolaire avec appelé par le nom, le prénom, le classement. On monte avec les autres personnes de nos catégories. Et après, par contre, à la fin de la ligne d'arrivée, on se retrouve tous avec les athlètes. Christophe, j'ai toujours la même dernière question. Je voulais savoir quel est, selon toi, l'endroit que tu préfères dans le Berry?
L'endroit que je préfère, ça va être la forêt du Poinçonnet, parce que du coup, j'y passe énormément d'heures d'entraînement. Donc en fait, à force, c'est devenu un lieu d'apaisement. Je sais que des fois, avant des courses, je suis capable d'y aller juste avant une course et de marcher ou de faire un parcours que je connais par cœur, juste pour retrouver mes repères, m'apaiser, être calme, parce que faut dire ce qui est, on croise pas grand monde là-bas, on peut passer facilement 1 heure, 2 heures sans repasser au même chemin, et c'est une habitude d'entraînement, et je sais que là, à chaque fois que je suis là-bas, je suis bien. Et là-bas, par contre, tu cours à plat. Je cours à plat, pas d'obstacles, et de toute façon, c'est très compliqué d'avoir du dénivelé à Châteauroux, à part faire le vieux escalier plusieurs fois, sinon on monte à Aiguzon. Mais même Aiguzon, on est relativement, je dirais pas plat, parce que ça serait quand même manquer de respect à Aiguzon, mais voilà, on est sur du 800 de dénivelé pour faire le tour du lac. Moi, le week-end dernier, j'étais à 23 km pour 1500 de dénivelé. Donc je suis obligé de monter à Ambazac, Bonac-la-Côte. Tu es obligé de quitter Châteauroux pour t'entraîner sur des dénivelés importants. Je suis obligé de monter à Guéret ou aux alentours de Limoges. Là, vu que j'y monte, je fais des sessions très intéressantes de 2-3 heures d'entraînement. Aussi, à Gargilès, il y a une côte que j'ai réussi à trouver, mais voilà, pendant 2 heures, je vais remonter la même côte. Alors là aussi, on travaille le mental, du coup, quand on se dit que pendant 2 heures, on va remonter la même côte, voilà. Ok, super. Bon, merci. Merci à toi. Pour cette belle discussion. La prochaine course, c'est quand, si on veut te suivre? 2 et 3 octobre à Estérel. Le samedi, on aura un format 23 km. Plus plat, je pense. On sera plus sur du 800 de dénivelé, 1000 dénivelé, avec pareil une trentaine d'obstacles. Ça sera la 2e étape des championnats de France. Et le lendemain, on sera sur un format 15 km, je pense 600 de dénivelé, 25 obstacles si je ne me trompe pas. Ça sera la finale des championnats de France. Donc à la fin de ce week-end, on sera au classement français où c'est que je me situe. Puis après, peut-être en novembre, les championnats du monde à Sparte, en Grèce. Mais ça, on verra où c'est que la situation sanitaire en est avant de pouvoir partir, je pense. Où est-ce qu'on peut te trouver, alors, sur le web ou ailleurs, si par exemple un sponsor voudrait t'aider? Donc ça serait sur soit mon Instagram, soit mon Facebook. Il suffit de taper Christophe Tourte et on me trouve très vite. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Hello, merci de nous avoir suivis avec Christophe. Vous le savez, j'ai toujours besoin de vous pour noter avec 10 étoiles le podcast. Comme Apple Podcast est la plateforme où il y a plus d'écoute, ça serait top si vous pouviez noter 5 étoiles sur cette plateforme. Merci beaucoup. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine avec un invité comme toujours très inspirant. D'ici là, portez-vous bien.